Bonjour et bienvenue dans le podcast foot, votre émission qui décortique l'actu du ballon rond. Aujourd'hui, pour ce second numéro, nous parlerons du statut de la Ligue 1 qui est, selon moi, très largement surcoté quand on voit certaines prestations en Coupe d'Europe. Alors avant de commencer, je tiens à préciser que dans ma démonstration, j'exclus le PSG depuis l'ère Qatari qui représente une exception dans notre championnat et qui n'est en rien représentatif du niveau de la Ligue 1. Depuis plusieurs années déjà, la France se hisse à la 5e position au sein du classement des championnats européens. Ce classement est défini par un coefficient qui est lui-même défini par les résultats des clubs français durant les campagnes européennes. Il donne accès à un certain nombre de places qualificatives pour les compétitions européennes qui sont Ligue des Champions et Europa League. Avec 6 trophées de Champions League et 6 trophées d'Europa League gagnés par les clubs espagnols sur les 10 dernières éditions, la Liga détient très logiquement le coefficient le plus important. Elle est suivie par la Première Ligue, ensuite on retrouve le championnat allemand et enfin pour finir en 4ème position le championnat italien. Sur les 10 dernières saisons, les 4 premiers championnats ont remporté au moins une coupe européenne. Cette position dans le classement leur offre la possibilité de présenter chaque année 4 clubs en Ligue des Champions et 3 clubs en Europa League. La France, grâce à sa 5e position, se voit attribuer 2 places en qualification directe pour la phase de poule de Ligue des Champions pour les 2 premières équipes du championnat, ainsi qu'une 3e place qui donne accès au barrage. Quant à l'Europa League, le 4e du championnat ainsi que le vainqueur de la Coupe de France sont directement qualifiés. Le vainqueur de la Coupe de la Ligue doit passer les tours préliminaires, c'est notamment ce qu'a fait Strasbourg cet été. Malheureusement, les hommes de Thierry Lauré ont stoppé leur rêve européen aux portes des poules après une défaite en aller-retour contre l'équipe de Francfort, alors demi-finaliste de l'édition précédente. Dans ce classement, nous sommes talonnés de près par les championnats portugais et russes. Le championnat hollandais est quant à lui en 9e position. Chaque année, notre 5e place est menacée par les championnats russes et portugais. Cette menace est accompagnée de ces débats médiatiques enflammés sur l'éventuelle catastrophe que cela pourrait représenter. Mais serait-il vraiment catastrophique pour notre Ligue 1 d'avoir une équipe en moins pour nous représenter en Europe? Sommes-nous un acteur majeur des compétitions européennes? Avons-nous les moyens d'exister dans ces deux compétitions? À ces questions, je ne vois que des réponses négatives. Depuis que les trophées européens existent, nos clubs ont su en ramener qu'une. Certes, la plus prestigieuse, mais le sacre de l'OM en Ligue des Champions a 26 ans. Alors oui, le PSG a aussi remporté une coupe, la Coupe d'Europe des clubs vainqueurs de coupe, celle qu'on appelait la C2. C'était en 1996 et ce temps paraît bien loin quand on sait que le trophée n'existe plus depuis près de 20 ans. Alors vous me direz très certainement que les trophées ne sont pas forcément significatifs de l'importance d'une nation. Mais combien d'entre vous ont des souvenirs d'épopées d'équipes françaises en Coupe d'Europe? Si comme moi vous avez moins de 30 ans, vous allez me dire Monaco en 2003, 2015 ou 2017, ou encore Marseille en 99, 2004, ou bien la dernière fois en 2018. Mais avouez que pour un championnat qui se dit être le 5e meilleur championnat du monde, c'est terriblement faible. Et cette faiblesse est encore plus marquée quand on se prend au jeu de la comparaison avec les championnats qui nous talonnent. Nous avons souvent tendance à penser que notre championnat est largement supérieur au championnat portugais. Or ces derniers ont remporté la Ligue des Champions avec Porto en 2004 ou encore une Europa League en 2011 dans une finale 100% portugaise opposant le FC Porto à Braga. À cela se rajoutent 2 finales perdues en Europa League par Benfica en 2013 et 2014. Je pourrais faire cette démonstration avec d'autres championnats, notamment le championnat ukrainien qui pointe seulement à la 10e position au classement UEFA. Enfin, pour finir cette démonstration et parce qu'un parcours d'une équipe est aussi influencé par ses adversaires qu'elle rencontre au cours d'une compétition, attendons-nous sur les confrontations directes entre clubs français et portugais, russes, ukrainiens et j'en passe. Dans un premier temps, prenons le match le plus récent, celui de Saint-Etienne en Europa League contre le club ukrainien d'Alexandria. Ce match est terminé sur le score nul de 1-1 et a permis de voir une nouvelle fois la faiblesse de notre championnat. Alors que tu es à domicile, que tous tes supporters sont derrière toi à t'encourager, que tu es sur une bonne dynamique avec notamment la victoire dans le derby, Saint-Etienne s'est montré inoffensif devant une équipe ukrainienne valeureuse qui pointe seulement à la 5e place de son championnat. Après Saint-Etienne, passons au voisin et pire ennemi, Lyon, qui, en Europa League, a réalisé un beau parcours durant la saison 2016-2017 qui l'a mené jusqu'en demi-finale contre l'Ajax. Durant cette double rencontre, les Néerlandais prennent l'avantage à domicile avec une victoire feuve, 4-1. Le réveil du club rhodanien au match retour n'aura rien changé. À travers cette double confrontation, on voit là que les clubs français travaillent mal malgré un budget conséquent. Comme j'ai pu le dire durant l'épisode 1, Lyon a environ 300 millions de budget et un centre de formation très performant. Alors à l'époque, le club n'avait peut-être que 200 ou 250 millions, tandis que l'Ajax, qui impressionne par la jeunesse de son effectif couplé au jeu offensif qu'elle sait mettre en place, dispose d'un budget annuel inférieur à 100 millions d'euros. Alors bien sûr, le foot ne s'observe pas uniquement à travers le prisme financier, mais force est de constater qu'il s'agit là d'un atout majeur dans la réussite d'un projet sportif, d'autant plus que cet argument est régulièrement mis en avant par les présidents français pour expliquer le manque de compétitivité des clubs par rapport à nos voisins européens, et Jean-Michel Aulas en première position. Alors selon moi, le championnat français existe en Europe uniquement grâce aux résultats du PSG en Ligue des Champions. Excepté Paris, aucun de nos clubs n'ont de régularité dans leurs résultats européens. Monaco peut surperformer en faisant demi-finale de Champions League tout en étant vainqueur de son championnat, et l'année d'après être ridiculisé en finissant dernier de sa poule, pourtant composé de Porto, Beşiktaş et du RB Leipzig. Il s'agit pour la plupart d'épiphénomènes qui impliquent par la suite la vente de nombreux joueurs, et donc un projet tout entier est à reconstruire, ce qui prend du temps et qui ne fonctionne pas toujours.
En Europa League, le constat est encore plus critique. Pendant très longtemps, nos clubs faisaient jouer l'équipe B, car 2 matchs par semaine c'était trop fatigant pour les joueurs. Les jeudis de Ligue Europa étaient des soirées sombres pour les clubs français où seuls les supporters des équipes encore en lice prenaient la peine de regarder les matchs tant le spectacle était affligeant. Pour finir, je pense que dans l'intérêt des compétitions européennes, et tant qu'il n'y a pas de projet solide en France, le nombre de participants devrait être limité pour donner sa chance à des clubs peut-être moins huppés, mais qui afficheraient sur le terrain de meilleures ambitions que nos clubs qui très souvent se contentent des dotations de l'UEFA pour participer. De nombreux clubs étaient contents de se qualifier pour la poule de Ligue des Champions, empocher les 20 millions d'euros et ne rien faire après car le championnat était la priorité. Voilà, c'est à présent terminé pour ce second numéro du podcast foot, j'espère qu'il vous aura intéressé, si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like. J'ai aussi un compte Instagram qui s'appelle le podcast foot tout simplement, sur lequel vous pourrez retrouver des actus et être tenu informé des nouveaux podcasts en ligne. Sur ce, nous on se retrouve très vite pour un nouveau décryptage de l'actu du ballon rond, sur ce, ciao, bye, peace.